C'était mieux avant, mais était-ce vraiment le cas? Depuis les années 1700 jusqu'à aujourd'hui, presque tout a changé pour les Français. L'espérance de vie, le quotidien, la nourriture, les transports, le mariage, justement, les loisirs aussi, et tant d'autres choses dont on va parler maintenant avec notre invité. Marie-Odile Merniac nous accompagne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes généalogiste et historienne, autrice du livre Portrait type des Français sur 3 siècles. D'abord, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en menant cette enquête des portraits types des Français? Je ne m'attendais pas à découvrir que les Français étaient aussi pauvres, en fait, autrefois. En 1900, l'appartement ou le logement moyen faisait 1,1 pièce en moyenne. Ah oui. On voit tous des films à la télévision qui montrent des fermes qui ont plusieurs... Alors les châteaux, n'en parlons pas, mais des fermes qui ont plusieurs pièces. En fait, pas du tout. C'était pas pour la majorité des gens. Non, quoi. on est passé à 2 pièces seulement avant la Seconde Guerre mondiale, à 3 pièces après, et on est à 4 maintenant. Donc, ça n'était pas mieux avant. On s'est amusé à piocher dans votre livre plusieurs portraits fictifs représentant chacun une période. Je commence avec une femme née en 1700 qui s'appelle Marie, comme une femme sur 5 d'ailleurs à l'époque. Marie a 6 enfants, c'est la moyenne là aussi de l'époque. 4 vont mourir avant l'âge adulte. Oui, alors effectivement, j'ai dressé des portraits moyens des Français par génération, mais sauf pour la génération de 1700, parce que si j'avais voulu dresser le portrait moyen, en moyenne, on était mort à 10 ans. Waouh. C'est-à-dire que 6 enfants sur 10 mouraient avant l'âge de 10 ans, 7 sur 10 avant 20 ans. Et pour les femmes, il fallait ensuite passer l'époque des accouchements. Donc 6, on ne survivait pas toujours, d'où les contes traditionnels qui montrent toutes ces familles recomposées avec les fameuses marâtres, les belles-mères, celles de Cendrillon, celles de Blanche-Neige, qui entraient dans la famille ensuite... parce qu'il fallait faire vite, que les maris travaillaient au champ et qu'il fallait se remarier à toute allure. Il y a un autre portrait, 1850, là, c'est à cette période-là qu'on va. Alors, on va parler de Jean. Jean, qui est né à la campagne, comme 75% des Français à l'époque. Vivre à la ville, c'est extrêmement minoritaire, en fait, à cette période-là. Oui, c'est l'inverse de ce que l'on connaît maintenant, puisqu'on est à 80% aux villes maintenant. Et il faut dire aussi que les villes faisaient office de trou noir. On réduisait son espérance de vie de 7 ans quand on s'installait en ville au début du 19e siècle encore. Les conditions sanitaires n'étaient pas aussi bonnes, l'évacuation des ordures ménagères ou autres, pas du tout. Le confinement, dès qu'il y avait une épidémie, les villes... Les gens étaient tassés les uns sur les autres. C'est marrant, c'est pas forcément ce qu'on aurait pu imaginer, de se dire qu'en ville, c'était moins bien qu'à la campagne en termes de vie, comme ça. Oui. Donc maintenant, non. Là aussi, ça s'est inversé. Enfin, inversé, non. Je pense que tout est sain partout maintenant. On se rapproche de notre époque. Certains vont peut-être se reconnaître à la maison. 1930, le portrait de Janine. Bien des appareils changent le quotidien de Janine. La création de la cocotte minute, par exemple, du réfrigérateur et de la machine à laver le linge. On ne se doute pas aujourd'hui, en 2025, à quel point ces machines-là ont changé la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, et surtout de femmes à l'époque, en l'occurrence. Oui, surtout la machine à laver. Il fallait des heures et des heures pour laver le linge, le faire bouillir, l'essorer, l'étendre. C'était vraiment un travail extrêmement pénible. Et... j'ai interrogé parfois des personnes âgées en leur demandant de raconter ce qui les avait le plus marqué. Et toutes m'ont parlé de la machine à laver. Et m'ont même dit que la première fois qu'on leur en avait parlé, elles avaient cru que c'était une blague. Qu'une machine comme ça ne pouvait pas exister tellement c'était extraordinaire. Et puis il faut dire aussi que c'est l'apparition pour cette génération-là du prêt-à-porter. Ouais. Avant, on n'achetait pas des vêtements, on achetait du tissu. Et il fallait... le donner à des couturières pour tailler les vêtements ou les coudre soi-même. Ouais, ça aussi, ça prenait du temps. Extrêmement preneur de temps. On passe de Janine à Nicolas, donc de 1930 à 1980 maintenant. On se rapproche. Oui. Plus ou moins nous. Oui, voilà. Plus ou moins nous, c'est ça. Nicolas, son temps libre, lui, il le passe devant la télé 2h30 en moyenne. Grosse révolution que la place de la télé, visiblement, et la part des loisirs, en fait, dans nos vies. C'est ça qui est intéressant La aussi. part des loisirs, alors que paradoxalement, il commence l'école à 3 ans, contrairement aux générations d'avant qui commençaient à 6. Mais effectivement, la télé, le samedi matin, il n'y a plus école, le mercredi, souvent non plus. Et vous étiez là pendant mon enfance, en fait. C'est incroyable, c'est étonnant. Quoi. Vous avez filmé, vous avez photographié, documenté toute mon enfance. C'est ça, voilà. Les jouets que vous avez pu connaître. Les Simpsons, la télé omniprésente. La voiture partout. La voiture partout. Le sport,
qui devient vraiment une activité de loisir. Les grands-parents n'en faisaient pas. Le sport, ils le vivaient dans leur travail parce que les travaux étaient souvent physiques. Là, maintenant, le sport devient une occupation à part entière. On termine avec Léa, née en 2000. Là, ce sont vos enfants ou vos petits-enfants. Léa, comme 3 jeunes sur 4, elle a profité du programme Erasmus pour aller suivre une partie de ses études à l'étranger. C'est l'ouverture sur le monde. C'est l'ouverture sur le monde. Voilà, c'est une génération citoyenne du monde, on pourrait dire. Et c'est aussi la première génération où plus d'une personne sur 2 fait des études supérieures. Même celle des années 80, ça n'était pas le cas. Ah ouais. Ils s'arrêtaient au BEP, CAP ou baccalauréat. Ce qui, là aussi, est surprenant. Et donc, là, on a une génération plus éduquée et qui voyage beaucoup. Bon, moi, j'ai quand même une question parce que je suis un peu curieuse. Là, on a vu ce qui s'était passé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'imaginer peut-être une caractéristique ou une évolution pour le français type de 2050 ? Est-ce qu'on a déjà une idée ou pas ? Ou c'est difficile alors non, à là, dire. je ne vais pas jouer les voyantes. Vous ne voulez pas vous faire, vous faire un petit pari. Bon, tant pis, on attendra le prochain livre alors. Exactement. Okay, voilà, rendez-vous dans 50 ans pour l'édition d'après. Parce que c'est très sérieux, c'est de la sociologie, de l'histoire de France que vous nous proposez. Marie-Odile Merniac, merci d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle, votre livre est sorti, il s'appelle Portrait type des Français sur 3 siècles et il est passionnant. Merci beaucoup.